Merci, Monsieur le Président. Je voudrais aussi du Nouvel An, en retour, vous souhaiter, et à travers vous, souhaiter à tous les militantes et militants du M5RFP et de chacun des regroupements qui le composent, des femmes et des hommes de tout le Mali entier qui nous regarde, qui regarde le M5RFP, vous souhaitez la bonne et très heureuse année. Vous souhaitez bonne santé, beaucoup de détermination et surtout beaucoup de discernement dans ce qui se passe dans notre pays. Vous savez, au début de cette lutte-là, certains ne croyaient pas. Vous aviez cru. Certains avaient cru. Ils se sont découragés en cours de route. Ou bien, ils n'ont pas compris ce qui se passait. L'impatience a fait le reste. Parce qu'il y avait souvent un manque de confiance. Moi, je suis convaincu que la confiance, c'est la base de tout ce que les hommes et les femmes font ensemble. Lorsque vous avez confiance les uns aux autres, vous pouvez fermer les yeux sur certaines incompréhensions, certains moments où vous trébuchez, où vous interrogez, ou même des moments de remise en cause. La confiance se mérite tous les jours. C'est aussi sur la base de la confiance qu'on a foi dans une lutte. Et la foi, vous savez, c'est comme la religion. C'est une force qui peut tout faire bouger. La foi rend un homme solide comme un roc et un groupe. Quand vous avez confiance dans une lutte, vous ne cherchez pas forcément là où il y a la victoire tout de suite. Vous suivez vos idéaux jusqu'à ce qu'ils aboutissent. Et le M5RFP a fait la preuve que la conviction qu'il avait était comme une foi. La foi peut soulever des montagnes. Notre mouvement, vous vous rappelez tous, avait frôlé des divisions plusieurs fois pendant qu'on était ensemble. Au début, on ne se connaissait pas. Les premières réunions, c'était des tiraillements, des incompréhensions. Il a fallu beaucoup de patience et de discernement, surtout la foi en l'avenir de notre lutte, pour qu'on ferme les yeux sur les incompréhensions. La deuxième fois où nous avons failli être atteints par le doute, c'est le 20 juillet 2020. Le 20 juillet 2020, pour ceux qui ne se rappellent pas, le comité stratégique avait constitué une délégation, je crois, de 8 à 10 personnes pour aller voir l'autorité morale du mouvement. En ce moment, c'était l'imam Mahmoud Dicko, auquel, vous savez, malgré tout ce qui se passe, moi je voudrais rendre un hommage pour son rôle dans cette lutte-là. Vous savez, souvent en Afrique, chez nous, on vit du présent surtout. On oublie souvent le passé et souvent on insulte l'avenir. Donc,
à cause des erreurs et des autres ou du manque d'appréciation positive, on peut être tenté d'oublier l'histoire. Moi, je n'oublie jamais l'histoire. Et je pense que tous ceux qui ont rendu cette victoire possible, nous ne devons jamais les oublier. S'ils sont dans l'erreur, on doit leur expliquer qu'ils n'ont pas raison. S'ils ne veulent pas venir, il faut les laisser. Jusqu'au jour où ils changent d'avis, il ne faut pas leur faire la guerre. Le 20 juillet donc, quand la délégation du comité stratégique a rencontré l'autorité morale, il nous a dit ce jour-là qu'il va quitter le M5. Parce qu'il n'est plus d'accord avec l'exigence de la démission du président. Et que le lendemain, il fera un point de presse pour dire qu'il n'est plus dans le M5. Parce que lui, c'est un religieux. La lutte est devenue éminemment politique. Il voudrait se mettre à réserve. Ce jour-là, nous étions tous abattus. Parce que pour nous, c'est un effritement qui va conduire à un affaiblissement du mouvement. Peut-être même l'échec de notre lutte. Mais la foi a fait le reste. Vous savez, moi, je suis revenu le voir la nuit. Nous avons parlé jusqu'à 1 heure. Je lui ai expliqué. Nous nous sommes expliqués l'un à l'autre. Et la conclusion, c'est la suivante. C'est que d'abord, notre mouvement est de grande portée historique. Il faut tout faire pour que ce mouvement n'échoue pas. Parce que s'il échoue, le pouvoir en place ayant montré ses limites objectives, il ne pourra jamais régler les problèmes du Mali. Et les Maliens vont rendre le M5 et surtout les membres du M5 qui ont contribué à la division responsables de l'échec du mouvement et de la survie du régime qui de toute façon ne pourra rien faire pour le Mali encore. Heureusement, à l'issue de nos discussions, nous sommes arrivés à la conclusion que l'autorité morale va rencontrer le comité stratégique du M5, je crois le 21, et lui dire tous ses griefs. Parce qu'il estimait qu'il y a beaucoup de prises de position qui le mettaient devant les faits accomplis. C'est ce qui a été fait le lendemain. Et j'ai fait tout pour qu'il n'y ait pas de clash. Dès qu'il a exposé ses idées, j'ai levé la séance pour ne pas qu'il y ait des altercations. On a frôlé la division ce jour-là. Et depuis ce jour, la solution, c'était qu'il ne se présentait plus dans les événements. Mais le mouvement continuait. Parce que j'ai une idée claire ce jour-là que si jamais on se divisait, notre lutte risquait d'échouer. La deuxième chose, après les tueries du 10, 11, 12 juillet 2021, les analyses étaient différentes. Mais c'était très clair dans ma tête que ce n'était pas pour le maintien d'ordre. On ne peut pas venir tirer dans une mosquée, tuer des fidèles qui n'étaient pas dans du vandalisme, n'étaient pas en train de casser, de voler, mais dans une mosquée. Ça, ce n'est pas pour le maintien d'ordre. Donc, il y a un autre objectif stratégique et politique. L'objectif caché, selon moi, c'est de pousser les fidèles à réagir, qu'il y ait une riposte à partir de la mosquée. S'il y avait eu cette riposte-là, les dites forces de l'ordre allaient donner l'assaut, tuer les personnes, déposer les armes, filmer et mettre dans le monde entier pour dire qu'il y avait une cellule terroriste dormante. Donc ça corroborerait l'idée selon laquelle le M5 c'était un mouvement terroriste. Grâce à des échanges très pédagogiques entre le M5 et l'autorité morale, nous avons trouvé une formule. Ce jour-là, j'avais même rappelé le cas de mes deux camarades du M5 RFP, Issa Kaoudim et l'imam
Oumarou Diarra avec lesquels, et Muntaga Tall avec lesquels on nous avait arrêtés, qu'on nous a libérés quelques temps après. Guim était très marqué par la brutalité qu'il a subie et le risque de gagner par le découragement. Je lui ai dit de ne jamais démissionner. Si les efforts ne suffisent pas, il vaut mieux se mettre à retrait, se reposer et nous allons continuer notre lutte. Dieu nous a aidés parce que le 27 juillet, donc moins d'une semaine après, il y a eu le sommet de la CEDEAO en visioconférence où le président de la République du Mali a dit que le M5 était un mouvement terroriste. Donc ça venait confirmer les soupçons qu'on avait. Donc ceux qui étaient venus tuer les enfants, les fidèles dans la mosquée, n'étaient pas là pour le maintien d'ordre en réalité. Nous avons échappé belle. L'autre fois, on a failli nous disloquer. C'est peut-être la première fois. C'est lorsque nous avions fait le mémorandum que nous avons adressé au président de la République pour demander sa démission et celle de son régime. Ce mémorandum, si vous vous rappelez, EMK n'y avait pas adhéré. Ils avaient dit qu'ils n'étaient pas d'accord, le président de EMK. Et ce mémorandum, nous avons transmis au président de la République à travers l'autorité morale. Mais ce jour-là, il y a beaucoup de groupes qui se sont révoltés contre MK. Ils ont dit de les sanctionner parce que ce n'était pas clair, ils n'étaient pas solidaires du groupe. Mais qu'est-ce que j'ai dit à beaucoup d'entre nous? J'ai dit, faisons attention. Faisons attention. L'ACEMA, c'est un mouvement vertical. Quand leur autorité morale décide de quelque chose, c'est la position que tout le monde accepte. Les FSD est un mouvement de partis politiques et d'associations qui sont ensemble depuis des années. Donc, ils peuvent être habitués les uns aux autres, la discipline des mouvements aidant, il y a une certaine solidarité. Mais EMK, il venait de se retrouver il y a moins de 2 ou 3 mois, un mouvement composé de groupes hétérogènes, des intellectuels, des personnalités, des gens venus de toutes parts, qui n'ont pas eu le temps d'être une force disciplinée encore. Et donc le président de EMK n'a pas la même autorité sur son mouvement, la même capacité de forcer les gens à aller dans un certain sens. Si la majorité n'est pas d'accord avec lui, que peut faire le président de la CEMAS, l'autorité morale de la CEMAS ou le groupe des FSD? Donc il faut faire preuve de compréhension. Même s'ils ne signent pas, dire qu'on s'est séparé n'est pas la solution. Il faut constater qu'ils ne signent pas, mais l'objectif est accepté. Imaginez-vous ce jour-là, si on avait pris la décision malheureuse de nous séparer avec MK. Ça, c'est deux moments où le mouvement a failli éclater. En juin et puis le 20 juillet, comme je vous dis. On est restés ensemble. Les mouvements n'étaient plus aussi enthousiastes que le 5 juin. Mais à la fin, vous êtes restés ensemble. Beaucoup sont restés ensemble. Notre mouvement n'a pas éclaté. Et c'est ce qui a permis de faire aboutir la lutte. Jusqu'au 20 juillet, où est arrivé ce qui arriva, ce qu'on a appelé le jour où les militaires ont parachevé notre lutte. Il ne faut pas avoir peur de cela. Actuellement, il y a beaucoup de soutiens de la transition qui ne veulent pas qu'on parle de cette partie de notre histoire. Nous ne devons aucun complexe de le rappeler, parce que ce n'est que la vérité, ce n'est pas de la supercherie. C'est la lutte portée par le M5 dans toutes ses composantes qui a créé les conditions objectives et subjectives pour qu'une partie de l'armée vienne au secours du peuple. Le changement n'est pas venu du hasard, comme certains veulent le faire croire aujourd'hui. S'il n'y avait pas ce mouvement, le mécontentement existait depuis des années.
Ce mécontentement existait dans les pays voisins. Quand les militaires sont venus, nous étions tous soulagés. Les Maliens étaient tous soulagés. Bon, ce qui est arrivé après, vous le savez, nous avons fait 9 mois en train de balloter. Beaucoup ont quitté. Vous êtes restés. Pourquoi? Parce que les objectifs du M5, du peuple, n'étaient pas totalement pris en charge. Après des mois d'hésitation, de ballottement, où certains ont même félicité notre gouvernement d'alors d'avoir fait en 3 mois ce que l'ancien régime n'a pas fait en 7 ans, lequel régime avait été soutenu à bout de bras jusqu'à sa chute par les mêmes personnes. On est venu à la phase que nous avons appelée, aussi c'est vous, la phase de la rectification de la transition. Il fallait théoriser cette rupture-là. C'est le M5 qui l'a théorisée, à partir de ses revendications, qui étaient au nombre, je précise, de 6. C'est important que je les rappelle, parce que chaque fois qu'on perd ce fil du raisonnement, on regarde seulement ce qu'il y a aujourd'hui, on se trompe. Parce que le pouvoir a beaucoup d'amis. Et généralement, quand il y a beaucoup d'amis, les plus fidèles, ils préfèrent se taire. Ils ne sont pas... Il y a des gens qui aiment jouer des coudes pour être les amis du nouveau chef. Bon, ceux qui ont des scrupules, souvent ils se taisent. Ou bien ils sont fâchés. Ou bien ils ont l'impression d'être négligés. Et quand on se trompe, on va vers l'abîme. Les revendications du M5, je rappelle très bien, c'était d'abord de redresser la situation sécuritaire dans le pays. La deuxième chose, c'était de faire en sorte qu'il y ait des réformes importantes. Nous avons aussi dit que les troubles sont partis du rejet du résultat des élections, donc de la contestation des élections. Donc il faut un organe unique indépendant pour que désormais les opposants ne disent pas que c'est le pouvoir qui s'est donné le pouvoir. Troisièmement, nous avons demandé de lutter contre la corruption et l'impunité. Des journalistes avaient disparu, les fonds qui ont été votés par l'Assemblée nationale ont été dissipés, nos soldats mouraient, nos Mali ne pouvaient même pas payer une simple lunette à vision nocturne. Pas d'hélicoptère, pas d'avion. On entrait les soldats dans les fosses communes. Donc il fallait creuser cette question. Nous avons compris aussi qu'un militaire sur le terrain, si sa famille n'est pas calme, son père, sa mère, sa femme, ses enfants n'ont pas le minimum de stabilité d'esprit, le militaire ne peut pas se battre correctement. Donc le M5 avait demandé qu'il y ait un pacte de solidarité et de stabilité sociale. Et enfin, il y avait la question de l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, sur lequel il y avait différents avis. Certains du M5 n'étaient pas d'accord avec, d'autres étaient d'accord, mais c'est ça les revendications de départ. Aucune de ces revendications n'a été traitée à fond jusqu'à la rectification, sauf celui de la défense. Ça se comprend parce que le vice-président était chargé de la défense et la défense était dirigée par un militaire. Donc, des avancées incontestables ont été faites dans cette phase-là. Mais les Maliens ne les connaissaient pas beaucoup, beaucoup de choses étaient bloquées. C'est dans ces conditions que la rectification de la trajectoire de la transition est intervenue. Grâce à Dieu, à notre peuple, à la détermination des militaires qui étaient nos alliés inconditionnels, en tout cas incontestables, le 20 juillet 2020, le 18 juillet 2020, le 18 août 2020,
Donc ces militaires avec lesquels nous nous sommes retrouvés au lendemain du 24 août, nous avons en quelque sorte convenu, sans l'écrire, d'une sorte de pacte d'honneur ce jour-là. Vous vous rappelez très bien, quand nous avons été informés du besoin de nous rencontrer, nous avons formé une délégation qui a rencontré nos partenaires stratégiques, comme on les appelait. Ce jour-là, nous avons déjà fait notre analyse que si cette politique échouait, tout de suite les victimes seraient militaires, les 4 militaires, les 5, mais après, c'est le M5 qui va passer à la trappe. Et donc nous sommes entendus ce jour-là sur le fait que ce qu'on appelle les ministères de force et la présidence devaient revenir à nos partenaires. Le reste, c'est les questions de gouvernance, revenaient au M5. À partir de ce jour-là, c'était comme un pacte d'honneur. Toutes nos récriminations contre le Conseil national de transition, qu'on critiquait, ont été abandonnées. Ce n'est pas parce que nous avons changé d'avis, c'est devenu plus légitime, comme certains veulent le faire croire. Non, nous sommes des hommes raisonnables. Au M5, nous avons compris que dans l'histoire, c'est les hommes qui font bouger l'histoire. On a parlé avec nos partenaires stratégiques, il fallait faire des concessions mutuelles. Et donc nous avons tourné la page de la composition du Conseil national de transition. Le premier ministre a été nommé dans vos rangs. Le résultat de plusieurs heures de débat sur 6 candidats qui avaient été proposés au départ. Vous savez, je rappelle tout ça parce que chez nous, il y a toujours l'oubli des citoyens. Les gens viennent déformer l'histoire après. Moi, tous les jours, j'avais un gros cahier, j'écrivais tout là-dedans. Même quand on finissait les audiences, je partais les reporter là-dedans. Donc c'est pourquoi j'ai vu dans mon cahier tout ce que les gens ont dit le 20 juillet, j'ai vu. Maintenant que des gens sortent des nouveaux soutiens de la transition qui veulent nous mettre entre parenthèses là, il faut de temps en temps rappeler cela. Ce n'est pas contre quelqu'un. Parce que le Mali là, je vous dis, c'est comme dans toute lutte. Le M5 s'est trouvé comme une locomotive avec ses partenaires militaires. Mais la société, ce n'est pas le M5. Il faut que le train bouge. Le train, c'est tous les Maliens. Mais on ne peut... Ce qui choque certains du M5, moi je le sais, c'est qu'on vient mettre tout le monde dans le même sac. Mais celui qui a détenu l'argent des hélicoptères et celui qui marchait à pied pour aller marcher, on le bastonnait. Or, c'est ce que certains veulent nous faire croire. Ce qui est sûr, les gens du M5 seuls ne peuvent pas faire le Mali. Avec tous ceux qui acceptent ces revendications au moment de les exercer, c'est comme la case du Mali qui brûlait. Mais quand une case brûle, vous ne cherchez pas qui a mis le feu, sinon elle va finir de brûler. Il faut d'abord éteindre le feu. C'est ce que le M5 et ses partenaires stratégiques ont fait le 18 août 2020. Et surtout, ce feu-là, il continuait à chauffer, mais on l'a éteint complètement le 24 août 2021. Quand ce feu a été éteint complètement, on a rallumé encore, il y a d'autres qui ont mis le feu. On a continué, c'est le 14 novembre, quand Kidal a été pris, que le feu a été éteint. Maintenant que le feu est éteint, mais le M5 seul ne peut pas faire le Mali. Il faut ouvrir les bras à tout le monde maintenant. Je dis par exemple, un militant de l'ancien pouvoir qui se trouve à Bintagungu ou bien sur les collines de Bandiagara, là, il a voté pour eux. Mais qu'est-ce qu'il a à voir avec celui qui a détourné l'avion des hélicoptères? Il n'a rien à voir.
Il a voté pour eux, mais aujourd'hui, on ne peut pas lui fermer la porte au seul motif qu'il était dans un parti avec lequel on n'était pas d'accord. Pour faire le Mali, c'est tous les Maliens. Et c'est la vision du président de la transition et du gouvernement. Nous devons ouvrir les bras à tout le monde aujourd'hui. Mais à condition d'accepter les changements. Parce que ceux qui disent « Angata, on fait, nous on veut des élections depuis 2020 ». Ça, c'est pas vrai. Si on avait fait les élections en 2020, 2021, on allait trouver un président qui allait tomber déjà. On allait être peut-être à notre deuxième ou troisième coup d'État. De coup d'État à coup d'État, le pays va se fragiliser, on va avoir un État disloqué. Et c'est ce que les adversaires du Mali voulaient. Donc, ce qui nous poussait à ça, sans le savoir ou non, ils nous poussaient à l'échec. Heureusement, nos partenaires militaires, le M5, le peuple malien ont compris qu'il faut réaliser ces choses-là. Et aujourd'hui, Beba faut l'armée monte en puissance. Ça, c'est notre premier objectif. Bon, récemment, les juges aussi, la justice dit qu'elle veut monter en puissance aussi. Elle monte déjà. La lutte contre la corruption et l'impunité est engagée. Nous avons ensuite les assises qui ont été tenues. Au début, il y a certains qui disaient oh, non, non, les assises, c'est les assises de Choguel. On ne peut pas les accepter. Mais les assises se sont tenues. On a fait l'EJ. La nouvelle constitution est adoptée. Le pacte de stabilité a été signé. L'application de l'accord, on a ajouté avec votre accord le mot intelligent, elle a été si intelligemment appliquée que Kidal est revenu dans les girons du Mali. Et c'est à cette occasion que je voudrais vraiment vous demander tous de prier avec moi. Et pour la mémoire de tous ceux qui ont perdu cette ville. Pour que le Mali retrouve Kidal et sa souveraineté. Et donc, aujourd'hui, ce qui nous reste, c'est tendre la main à tout le monde pour reconstruire notre pays sur de nouvelles bases. Moi, je pense honnêtement aujourd'hui, nous devons être ceux qui ouvrent les bras à tout le monde. Mais il ne faut pas qu'on essaie d'oublier ce qui s'est passé et de vous réduire à zéro. Ça, ce n'est pas acceptable. Historiquement, dialectiquement, politiquement, ce n'est pas acceptable. Parce que ça va conduire à un retour en arrière que nous ne souhaitons pas. Vous savez, la grande masse, elle aime venir au secours de la victoire. Mais les dirigeants doivent avoir beaucoup de discernement pour savoir ce qui est bon ou mauvais pour eux, le pays. Donc, quand ces objectifs du M5 sont en cours de réalisation, et personne ne peut les nier aujourd'hui, c'est ça, au de Malikoye. Maintenant, côté du Maliko, il y a les Mogoko. Les Mogoko, là, ça, c'est les problèmes des responsables du M5. Personne ne peut nier qu'aujourd'hui, le sentiment majeur qui existe chez beaucoup, c'est une sorte d'abandon. Les jeunes du M5 qui se sont battus les pavés, les femmes, ont le sentiment qu'on les a laissés en plein vol. Certains viennent me voir, ah, on fait des recrutements dans tel service, nous, on ne nous en parle pas. On donne tel marché, nous, on ne nous en parle pas. C'est les mêmes gens qui nous ont combattus, qui ont maintenant le drapeau du changement. Le Premier ministre nous a tourné le dos, comme je dis, nous a abandonnés en plein vol. Ça, c'est le sentiment général. J'ai dit à tout le monde, il faut patienter. Quand on est convaincu, c'est la foi. La foi peut soulever des montagnes. Quand on est ensemble, il peut y avoir des problèmes. Mais ne mettons pas notre lutte, ne la laissons pas tomber. Parce que le bateau du changement, là,
c'est les partenaires militaires et vous. Dieu nous en garde. Si demain quelque chose arrive à ce bateau-là, vous savez, tous les soutiens-là vont regagner la berge en nageant. Mais le bateau et les dirigeants du M5 là, et ce bateau-là, vous allez aller au fond du puits. Et c'est pour cela que moi je demande à tout le monde de continuer à rester collé aux grands principes. C'est vrai, de continuer à poser les problèmes. Personnellement, depuis que je suis venu à la primature, ce que je dis là, je sais que c'est public, donc il n'y a aucun mensonge là-dedans. Je me suis abstenu volontairement de me mêler des problèmes de nomination. Je me suis abstenu volontairement de me mêler des problèmes de marché public. Parce que beaucoup pensent que dans la haute administration, le premier ministre est un chef de l'administration, c'est lui qui décide de tout. C'est à ça que les gens sont habitués. Et c'est pour ça que les gens du M5 ont le sentiment d'être abandonnés. Parce que certains de ceux qui les combattaient hier, ils les voyaient en train de faire la fête. Pendant que eux, ils sont devenus comme la risée. Je ne me suis jamais mêlé des problèmes de marché public. Pourquoi? Parce que c'est à ça que les gens sont habitués. Vous pouvez demander à n'importe quel ministre dans le gouvernement. Aucun ministre ne peut vous dire qu'il a une nomination qui a été bloquée par le Premier ministre. Jamais. Tellement moi-même j'en étais victime quand j'étais dans le gouvernement, j'ai juré de ne jamais le faire. Le ministre est entièrement responsable de son département. Dès que les nominations sont proposées, je mets OK. Aucun ministre ne peut vous dire qu'il a conclu un marché et que venu le Premier ministre à bloquer. Je lui demande, vous êtes entendu avec le ministre des Finances? Aya Latebe. Mais si je n'avais pas ça, vous savez ce qui allait arriver? Je sais que beaucoup sont mécontents, mais on allait vous dire, votre président est devenu Premier ministre, il est dans les affaires des marchés, des placements de ses militants. Allez, Remana Malikola, Anana Mogokola. C'est vrai, des gens vont être contents. Mais comme je vous ai dit, le Mali, là, ce n'est pas le M5. Les autres Maliens regardent. Beaucoup viennent me donner dans mon bureau la liste des nouvelles personnes qui sont recrutées, ou bien des jeunes du M5 qu'on veut débaucher, on les recrute quelque part, et puis à partir de ce moment, ils commencent à critiquer le président pour dire qu'il a trahi le M5, il est devenu Premier ministre, il a oublié les autres. Moi, j'ai tout ça. Moi, je connais, je sais ce qui se passe, parce que je reçois ces lettres-là. Je reçois les gens qui se plaignent. Mais je vous dis tous, Angato Malikola Folo. Ce que nous voulons faire, c'est un pays où chacun va vivre de son travail. Ce n'est pas le pouvoir politique qui donne du boulot à l'aide. Ça, c'est créer une société de parasites. En France, aux États-Unis et autres, c'est vrai, il y a quelques dirigeants qui sont autour du pouvoir. Mais le reste des citoyens, c'est parce que le pays marche qu'ils arrivent à vivre. Mais si vous venez capter toutes les ressources du pays, vous mettez entre vous. Mais c'est ce qu'on a vécu. On a une oligarchie plutocratique qui a décidé de prendre le Mali en otage. Les militaires meurent, les gens n'ont pas de boulot, les femmes perdent tout, les hommes perdent leurs femmes, les femmes perdent leurs maris, les jeunes quittent leur famille, personne n'a rien, mais il y a des gens qui brassent des milliards. Le pays est pauvre, mais il y a des individus qui sont riches. Et au Mali, dès que quelqu'un devient hyper riche, il veut être président. C'est ça la règle ici. Hein. Dès que tu deviens riche, tu veux être président. Comment tu es riche, tu ne poses même pas la question. Mais comment vous pouvez vous imaginer à l'ACI 2000 ici? Le mètre carré fait plus d'1 million. Mais il y a des gens qui ont acheté à 1000 francs. Ils sont des multimilliardaires. Ils veulent être président du Mali pour continuer encore la même chose. L'aéroport, le Mali, les cotonniers maliens, c'est le résultat de leur travail. Le Mali a eu 250 milliards en 2006 dans les négociations commerciales internationales pour l'aider. Soit Titi. Dans les discussions entre les gouvernements, ce montant a été transformé pour être le Millennium Challenge Account. On a pris 40 milliards là-dessus pour faire notre aéroport. Quand l'aéroport est presque fini, Titi est tombé.
Le parachèvement, c'est quand Ibeka est venu. 40 milliards. Imaginez-vous qu'il y a des individus qui sont venus prendre l'argent que l'aéroport produit uniquement pour les voyages dans le cadre de la lutte anticorruption. De 40 milliards en quelques années. Donc un second aéroport. Le Mali ne gagne pas un franc là-dedans. C'est des individus qui mettent en poche. Ils font des comptes offshore. Et ils sont là au Mali, une minorité. Vous parlez, ils vous mettent en prison. Parce qu'ils ont un schéma. On a corrompu tout le monde. Vous avez le pays qui est divisé. Il y a des bases d'exploitation de l'or au nord. Des milliers de gens viennent du Soudan, du Tchad. On sort l'or. L'or va où les Maliens ne savent pas. Une petite partie est venue pour corrompre l'oligarchie. Il y a des politiques, des militaires, des juges, des hauts cadres qui sont corrompus. Donc on les arrose avec ça. Certains ont 2-3 passeports en poche. Quand ils se baissent, celui qui tombe, ils en ont besoin, ils prennent, ils rentrent dans l'avion, ils ont de l'argent. Ils ont des comptes. Voici le sort qui était destiné, à quoi les Maliens étaient destinés. Mais vous, grâce à votre lutte, grâce au courage et la bravoure de notre armée, on est en train petit à petit de mettre fin à ça. Je voudrais vraiment qu'en perspective de la souveraineté retrouvée que nous allons fêter dans quelques jours, qu'on se sente encore fiers et rendre hommage aux militaires maliens qui nous ont restitué, je l'ai répété plusieurs fois, notre honneur et notre dignité. Même aujourd'hui, on était avec les aigles, avec le président. Je suis en tenue des aigles, comme je vous ai dit là-bas. Nous, on s'est organisé au niveau du gouvernement pour bien accompagner les aigles. Même le premier ministre que personne n'a vu dans les chemises, sauf à la maison, s'est habillé en chemise pour aller supporter nos aigles. Je voudrais aussi que vous priez pour qu'ils nous reviennent avec la victoire. Quand je vous dis tout ça, ça vous dit quoi? Ça vous permet de comprendre ce qui se passe. Patience encore, je dis. Continuez votre lutte. Ça fait 3 ans que vous n'avez pas désarmé. Il ne faut pas désarmer. Tout ce qui se passe, moi je suis convaincu que ça va rentrer dans l'ordre, un jour ou l'autre. Parce qu'on veut que tous les Maliens soient les mêmes. Moi je ne veux pas que quelqu'un vienne dire « Je suis du M5, j'ai le droit de vie ou de mort sur les Maliens ». Je veux qu'ils se disent « Je suis du M5, je fais partie de ceux qui ont créé les conditions pour que chacun vive du fruit de son travail ». Nos militaires l'ont montré, ils ont sacrifié leur vie. On nous a fait comprendre qu'on n'avait pas de militaires. Maintenant, dès qu'on a pris Kidal, personne n'a parlé. En tout cas, ceux qui nous critiquaient là, ce sont tous tués. Bon, ceux qui ont fait des erreurs après, ce sont devenus des donneurs de leçons. Vraiment, Kidal, Koniyanta et Beka Segikana. Bon, tout ça, c'est bien. Maintenant, ce sentiment de frustration que vous avez, je vous dis qu'il faut continuer à expliquer. Je ne dis pas qu'on va vous abandonner. Les explications seront données à qui de droit, qui le sait déjà. Vous le savez. Je vous parle, je sais que ça va être public, donc il n'y a rien de caché là-dedans. Beaucoup de choses ont été faites. Certains m'ont dit qu'on est en train de vous isoler. On est venu me dire que oui, Boulou Boufem Bella, que toi tu n'es rien. Et tu fais là, Benadron, Premier ministre de Mobile, et be papier signé, et il da Boufem Bella. Mais tout ça, ça m'a été dit dans mon bureau. Mais je dis à tout le monde, ce qui compte là, c'est récupérer notre intégrité. Tant que les militaires sont en train de se battre, certains meurent, nous ne rentrons dans aucun autre débat de personne. Parce que certains sont en train de donner leur vie. Et donc, Aya Kounou, avalez votre colère. L'heure de la vérité va venir. Mais quand Kidal a été libéré, moi j'ai eu des félicitations des gens qui étaient contre avant. Parce que, à Foraye, à Bemoufoé, Galondo, à Flana, quoi be beau gouvernement là? Nebedo.
Vraiment, Kaya Fama, Ochunanae. Mais on est venu me dire tout ça. Mais j'ai dit, lui n'a rien compris. Nous, on se bat pour un idéal. À l'état et place codé, oui, mon codé. Ambe maliko de la folo. Ni maliko nyanabora, mogo kobe nyanabo. Maliko ne a fouillé les revendications d'IM5 qui ont été portées par le président de la transition, qui les a assumées après la rectification, sont en train d'être réglées. Peu de Maliens pensaient que l'armée allait prendre Kidal. Beaucoup de pays pensaient que le Mali était un État vassal. J'ai dit à tout le monde que personne ne se trompe. Le Mali ne veut être et ne sera l'État vassal de personne. Le Mali sera partenaire ou ne le sera pas un ami. La deuxième chose, nous avons élargi notre partenariat avec la création de l'AES. Vous le savez, je viens de faire une mission. Tout le monde regarde le Mali. Nos partenaires de l'AES comptent beaucoup sur notre pays. C'est tout ça qui fait qu'on n'a pas le droit d'échouer. Et je vous assure que tôt ou tard, ce que vous pensez sont dans des jeux, c'est comme à notre sein. Il y a beaucoup de jeux qui se passent. Moi, je suis au courant de tout. On finira par se retrouver, parce qu'on est dans le même bateau. C'est un tir d'un côté, de l'autre, mais à la fin, là, on va s'asseoir et parler des problèmes du Mali. En ce moment, on peut être fier de ce qu'on a fait. Honnêtement, moi, je me dédie à ça. Sinon, comme beaucoup, moi, j'avais beaucoup de couleuvres. Beaucoup. Parce que tout ce qu'on me dit tous les jours, là, moi, je l'entends. La douleur des militants qu'on a relevée souvent sans explication de leur poste. Certains, c'est des parents qui sont venus. Certains ont vu des gens qui ont manifesté contre eux, qui les ont insultés en ville. Le pouvoir a changé et on les jette, on amène ceci. Moi, je connais tout ça. Mais, comme je vous ai dit, Ambe Maliko de la Folo. Pour les questions d'électricité, j'ai compris et je vous assure qu'il ne se passe pas une semaine, depuis 3 semaines, que je n'en parle pas avec le président. Même la semaine passée, il m'a donné les assurances que dans un proche avenir, il est en train de tout faire pour que ça soit un lointain souvenir pour les Maliens. Mais quand un président vous dit ça, qu'est-ce que vous pouvez lui demander de plus? Maintenant, ce qui s'est passé à l'intérieur, moi je vous dis honnêtement que je ne suis pas au courant. Je préfère vous le dire. Je ne suis pas au courant. Et la justice est en train de faire son travail. Parce que les problèmes d'électricité, les Maliens se sont réveillés à midi aujourd'hui, s'il te plaît. Mais c'est une affaire qui est en cours depuis 6 heures. On a fait des années, on n'a pas investi dans la création des capacités productives. C'est vrai, un gouvernement, un d'entre vous l'a dit l'autre dans les médias, les Maliens, quelqu'un qui a fait là, quand il va lui expliquer, ah, je n'ai pas pu finir la cuisine à midi, ou nanani malo à 13h, ça c'est pas l'affaire de... Ils cherchent de l'électricité. Un gouvernement est fait pour trouver des solutions, il peut donner des explications. Mais il veut des solutions. Les explications seules ne suffisent pas. Donc l'assurance que je peux vous donner, en tout cas aujourd'hui, le président en a fait une de ses priorités. Même l'autre jour, quand je suis allé au Niger, on a plus de 200 camions de carburant qui devaient être orientés sur le Mali. Vous voyez des groupes qui sont en train de venir. Parce que sur beaucoup de plans, les auditeurs ont été trompés, mais comme il y a Netolade, qui a trompé qui, je ne sais pas. Je sais que la bonne foi du président est telle que les militaires, leur bonne foi est telle que je pense que ceux qui ont trompé là, ils ne perdent rien à attendre. Le président ne peut pas accepter. Le gouvernement ne peut pas accepter. Les autorités de la transition ne peuvent pas accepter que certains citoyens fasse souffrir notre peuple. Au moment où on a pris Kidal, la joie des Maliens a été écourtée par le manque d'électricité. Les petites personnes, les garages, les tailleurs, les soudeurs,
les vendeurs de glace, qui sont les principaux soutiens de la transition, ne cessent de m'interpeller tous les jours. Tous les jours, je reçois des personnes. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et tu commences à me faire. Problème là. Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Ils ont faim. Quand ils n'ont pas d'électricité, expliquez au bas la métro, nous, barabofo, premier signe qu'on est à Kakuma Kacha, à Nenka di Kojugu, ni Tarafa, comment ils m'en fient, mais à te courant Dima. Moi, je sais ce que les gens disent. Tous les jours, c'est ce qu'on vit. Mais c'est ça le sort des gouvernants. Je pense honnêtement que dans quelques semaines, c'est même trop, cette affaire d'électricité, j'espère que ça va être un lointain souvenir. Inch'Allah. Pour le reste, vraiment, je vous demande encore de la patience. Soyez sûrs, moi je suis convaincu, 100%, que notre lutte va aboutir. Parce que ce n'est plus notre lutte, c'est la lutte du peuple malien. On a un président, je pense, qui est déterminé. Il peut faire des erreurs, comme tous les hommes. On a une équipe qui est déterminée. On peut faire des erreurs. Mais la volonté de réussir, elle est intacte. Parce que c'est une mission historique. Nous savons très bien que cette mission, c'est la mission de la dernière chance pour le Mali. Et personne ne veut rentrer dans l'histoire comme ceux qui ont mis le Mali à terre. Et puis, on a fait monter l'étoile du Mali si haut. La barre est placée si hautement que tous les Maliens, toute l'Afrique, tout le monde regarde le Mali. Donc les dirigeants, nous allons faire tout ce qu'on peut pour que ça soit une réussite. Mais pour cela, il faut qu'on ait confiance. Pour avoir confiance, il faut qu'on s'appuie sur des... Notre force, c'est vous. La force de la transition, c'est vous. Je voudrais saluer tous les Maliens, tous les vidéomans. Il paraît que certains, on les appelle que les vidéomans de Choguel. En réalité, il y a certains que je ne connais même pas. Quand quelqu'un attaque le Premier ministre, dès que quelqu'un lui répond, ah, Choguel ka vidéoman Binanka. Il y en a que je n'ai jamais vu. C'est exactement comme l'affaire de Moussa Traoré. Moi, je l'ai vu le 12 mars 2002, 11 ans après sa chute. Ceux qui ont travaillé avec lui, c'est eux qui m'accusent d'être son allié. Donc il y a des vidéomans que je n'ai jamais vus. Mais il y a des gens qui sont des militants du M5, c'est leur droit de défendre leur opinion et leur président aussi. N'ayez aucun complexe pour défendre la transition. La transition, c'est vous. La transition, c'est le président de la transition et ses compagnons. La transition, c'est les militaires maliens qui donnent leur vie. La transition, c'est le gouvernement de transition qui fait pour que vous réussissiez. Les autres Maliens, tendez-leur la main. Moi, je suis convaincu que la majorité des Maliens vont venir. Et vous, vous allez rentrer dans l'histoire. Je sais qu'au sortir d'ici, Beba, Tchamamba, Premier Sininkoni, Antara Faye, Koumanima Faye, mais Aneka di Kodjougou, mais à ma fin, Faye. Moi, je sais qu'au sortir d'ici, certains vont dire ça. Mais Nebe Mimfaouye, Aïda Aouyerela. Croyez en vous-même à l'histoire. Moi, je sais qu'on va réussir. Certains d'entre nous qui, pour diverses raisons, vont se tromper, il ne faut pas leur tourner le dos. Le jour où ils veulent revenir là, ouvrez la porte. Ne fermez la porte à personne. Parce que chacun peut se tromper en cours de route. Seul Dieu ne se trompe pas. Mais la première phase de la transition, si on avait suivi ce qui se faisait, on allait dire que les militaires, on ne va jamais s'entendre avec eux. Mais ceux qui étaient avec eux, c'est certains d'entre eux qui voulaient leur jouer un tour. Les militaires ont compris, ils se sont ressaisis, on est devenus des amis. Donc même chez nous, c'est un peu ce temps. Je sais qu'il y a beaucoup de jeux politiques. Il faut suivre notre ligne, c'est le plus important. Depuis que je suis venu, j'ai le comportement suivant, je termine par ça. Je retiens que le président de la transition a été investi par la Cour suprême au nom du peuple malien. Donc, c'est le chef de l'État.
Le premier ministre a été choisi parmi 6 candidats par vous et proposé. Et c'est parce qu'il a accepté qu'il a signé un décret pour le nommer. Malgré sa légitimité, sans la confiance du président, il ne peut rien réussir. Je vous ai même dit quand je partais à New York, le fameux discours qui est devenu historique aujourd'hui, le président n'a pas cherché à le lire pour me sanctionner. Il m'a dit, j'ai confiance en vous. La confiance, il faut toujours la mériter. Je me suis juré depuis ce jour-là de ne poser aucun acte qui peut apparaître comme de la déloyauté vis-à-vis de lui. Ce qui s'est fait dans ton entourage, par certains, ça c'est humain. Tous les hommes regardent les choses, ils analysent. Mais moi, je me dis que la raison finit toujours par triompher. Personnellement, dans tout mon cheminement politique, quand il y a eu des oppositions avec des gens, ça ne nous a pas fait d'ennemis. C'est pourquoi je dis à beaucoup, moi je n'ai pas d'anciens amis politiques. Si on ne s'entend pas, les gens se comprennent, on se retrouve. L'essentiel, c'est qu'on maintienne la ligne. Moi, je veux que vous gardez la même situation. Il y a beaucoup de jeux pour tromper certains d'entre vous, pour les amener dans tel ou tel sens. Mais la finalité, là, nous, notre lutte va aboutir. Tout le reste, là, c'est l'agenda des hommes. L'agenda de Dieu va s'imposer. Et cette transition-là, je vous jure que tous ceux qui vont se mettre contre la transition, allez sera Douma. Bon, en tout cas, vraiment, c'est sur cette note d'espoir que je voudrais vous remercier encore. À l'année prochaine, tenons-nous la main. 2024, là, ça va marcher, Inch'Allah. Merci bien. La séance est levée.